Avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit service. Je fais de mon mieux pour atteindre les 1000 abonnés, un objectif qui compte énormément pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un simple clic, mais c'est une motivation immense pour me permettre de continuer à créer de nouvelles vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien. Monsieur, elle est là. La voix de la jeune hôtesse tremblait en regardant l'amiral qui se tenait à quelques pas. L'amiral se retourna aussitôt. Pendant un instant, l'agitation de la zone d'enregistrement de la cérémonie de la Maison-Blanche sembla se taire. Mon père se tenait toujours à mes côtés, tenant fièrement son invitation VIP. Quelques secondes auparavant, il arborait un sourire narquois. Vous n'étiez pas invité. Maintenant, il avait l'air confus. L'amiral s'avança directement vers moi. Pas vers mon père. Vers moi. Plusieurs officiers militaires présents se redressèrent soudainement. L'amiral tendit la main. « Commandant Emily Carter », dit-il chaleureusement. « Nous vous attendions. » Mon père cligna des yeux. Je pouvais presque entendre le tourbillon de ses pensées. M'attendre. La fille qu'il avait passé la majeure partie de sa vie à ignorer. La fille qu'il avait toujours considérée comme la seconde meilleure. La fille dont il n'avait jamais rien attendu de grand. Je serrai la main de l'amiral. « Merci, monsieur. » L'amiral sourit. « C'est un honneur de vous avoir ici. » Et juste comme ça, le souvenir que j'avais passé des décennies à essayer d'enterrer revint en cascade. Car les moments comme celui-ci ne commencent pas à la Maison-Blanche. Ils commencent des années plus tôt. Généralement dans des endroits que personne ne remarque. Dans mon cas, cela a commencé dans une petite ville de Virginie. Une ville avec un seul feu de signalisation, une seule épicerie et un seul père qui n'a jamais voulu d'une fille. Du moins, c'est ce que j'ai souvent ressenti. Je m'appelle Emily Carter. J'ai 38 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été invisible au sein de ma propre famille. Mon père n'était pas un homme cruel, du moins, pas de la manière que les gens imaginent habituellement. Il ne m'a jamais frappé. Il ne nous a jamais abandonnés. Il travaillait dur, payait les factures, était là tous les jours. De l'extérieur, il ressemblait à un bon père. Le problème, c'est ce qui se passait à l'intérieur de la maison, surtout après la naissance de mon jeune frère, Michael. Papa adorait Michael. Tout a changé quand ce petit garçon est arrivé. La façon dont papa le regardait, la façon dont il parlait de lui, la façon dont tout son visage s'illuminait chaque fois que Michael entrait dans une pièce. Même en petite fille, j'ai remarqué la différence. Les enfants remarquent toujours. Les adultes pensent qu'ils le cachent. Ils ne le font pas. Je me souviens avoir ramené à la maison une dictée parfaite en 3e année. J'étais tellement excité, j'ai couru dans la cuisine en tenant le papier. « Papa, regarde !» Il y jeta un coup d'œil pendant peu, être 2 secondes. « Beau travail !» Puis il regarda Michael. « Comment s'est passé l'entraînement de baseball, mon champion ?» C'était tout. Pas de célébration, pas de fierté, pas de conversation, juste un beau travail. Je suis resté là, tenant le papier, attendant, mais rien d'autre ne vint. Des années plus tard, je réaliserai que ce moment n'était pas inhabituel. C'était normal. Le mur de notre salon racontait l'histoire, mieux que des mots ne pourraient jamais le faire. Les trophées de baseball de Michael recouvraient les étagères. Ses photographies remplissaient les cadres. Ses certificats étaient fièrement accrochés là où chaque visiteur pouvait les voir. Il n'y avait pas une seule photo de mes réalisations. Pas une seule. Quand des parents venaient, papa leur présentait fièrement les exploits de Michael. « Athlète vedette en devenir », disait-il. Pendant ce temps, je pouvais être à 1 mètre de là, et personne ne me demandait rien. Au début, je pensais peu, être que je ne faisais pas assez d'efforts. Peu être que si j'obtenais de meilleures notes, peu être si je travaillais plus dur. Peu être si j'accomplissais quelque chose d'extraordinaire. Peu être qu'alors papa me verrait enfin. Les enfants sont drôles de cette façon. Ils se blâment presque toujours. La seule personne qui semblait comprendre était ma mère, Sarah Carter. Ma mère avait la voix la plus douce que j'ai jamais entendue. Elle n'était pas bruyante, elle n'était pas dramatique. Mais d'une manière ou d'une autre, elle savait toujours exactement ce dont quelqu'un avait besoin, surtout moi. Un soir, après un autre match de baseball où papa avait passé tout le trajet du retour à faire l'éloge de Michael, je me suis assise tranquillement dans ma chambre. J'avais 12 ans, assez âgé pour comprendre la déception, assez jeune pour espérer encore que les choses pourraient changer. Maman frappa doucement à ma porte. Puis-je entrer ? J'ai hoché la tête. Elle s'est assise à côté de moi sur le lit. Pendant quelques instants,
Aucun de nous n'a parlé. Puis elle a tendu la main et a replacé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Tu souffres. Ce n'était pas une question, c'était un fait. J'ai regardé le sol. Je vais bien. Elle sourit doucement. Non, tu n'irais pas bien. Les larmes vinrent immédiatement. Je détestais ça. Je détestais pleurer. Mais d'une manière ou d'une autre, maman me voyait toujours à travers. Il ne se soucie de rien de ce que je fais, j'ai murmuré. Elle est restée silencieuse, choisissant soigneusement ses mots. Finalement, elle dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ton père t'aime. J'ai levé les yeux. Je n'étais pas sûr de le croire, continua-t-elle. Mais parfois, les gens gardent de vieilles idées dont ils ne savent pas comment se débarrasser. Qu'est-ce que cela signifie? Elle soupira. Cela signifie qu'ils pensent que les fils et les filles sont différents. J'ai ri amèrement. Ils le sont. Non, dit-elle doucement. Pas dans ce qui compte vraiment. Puis, elle prit ma main. Émilie, écoute-moi. Je l'ai regardé. Un jour, tu leur montreras qui tu es. Je me souviens avoir levé les yeux au ciel. Cela ressemblait à quelque chose que les mères disent. Le genre de chose qui va sur les cartes de vœux, mais elle serra fermement ma main, et pour la première fois, j'ai réalisé qu'elle y croyait vraiment. Pas qu'elle espérait, elle croyait. Des années passèrent. L'écart entre Michael et moi se creusa. Papa dépensa des milliers pour l'aider à réaliser ses rêves sportifs. Équipe de voyage, équipement, entraînement privé, tout ce que Michael voulait. L'argent apparaissait toujours. Quand j'avais besoin de choses, la réponse était généralement différente. Nous ne pouvons pas nous le permettre. À 14 ans, j'ai commencé à faire du babysitting. À 15 ans, je travaillais les week-ends. À 16 ans, j'ai acheté la plupart de mes fournitures scolaires. Je ne me suis jamais plainte. Du moins, pas à voix haute. Mais parfois, je me demandais ce que cela faisait d'être choisie, d'être la favorite de quelqu'un, d'entrer dans une pièce et de savoir qu'on compte. Puis la vie nous a asséné le coup le plus dur de tous. La personne qui croyait en moi commença à tomber malade. Au début, maman le dissimulait. Puis, elle ne put plus. Les visites chez le médecin devinrent des visites à l'hôpital. Les visites à l'hôpital devinrent des traitements. Les traitements devinrent de longues périodes de peur. J'ai vu la personne la plus forte que je connaissais s'affaiblir. Et peu importe combien j'ai prié, je ne pouvais pas l'arrêter. Un soir, assise à son chevet à l'hôpital, maman a pris ma main. Sa prise était plus faible qu'avant. Mais ses yeux étaient calmes, confiants, certains. Promets-moi quelque chose. Quoi? Ne laisse jamais personne décider de ta valeur. J'ai essayé de ne pas pleurer. Je promets. Elle sourit. Le même sourire qui m'avait porté à travers chaque déception. Chaque moment de solitude, chaque dîner silencieux, puis elle murmura les mots qui me suivraient pour le reste de ma vie. Un jour, ils verront qui tu es vraiment. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de mon père. Je pensais qu'elle parlait de ma famille. Je ne comprenais pas encore. Parlait de quelque chose de beaucoup plus grand. Et aucun de nous ne savait combien de temps il nous restait. La dernière conversation que j'ai eue avec ma mère a rejoué dans ma tête pendant des années. Parfois quand je conduisais, parfois quand je ne pouvais pas dormir, parfois quand la vie semblait impossible, surtout après qu'elle soit partie. Ma mère est décédée 3 mois avant ma remise de diplôme de lycée. J'avais 17 ans. À cet âge, on est assez vieux pour comprendre la mort, mais pas assez vieux pour comprendre comment vivre sans quelqu'un qu'on aime. Le matin de ses funérailles, notre maison semblait étrangement silencieuse. Des gens remplissaient chaque pièce. Voisins, parents, amis de l'église, tout le monde parlait doucement. Tout le monde offrait ses condoléances, mais tout ce à quoi je pouvais penser était que la seule personne qui m'avait toujours remarqué n'était plus là. Pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment senti seul. Après les funérailles, la vie a continué pour tout le monde. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Papa s'est noyé dans le travail. Michael s'est noyé dans le sport. Et moi, je me suis noyé dans les études. La maison semblait plus froide sans maman. Pas physiquement, émotionnellement. Elle avait été le pont entre tout le monde. La personne qui adoucissait les paroles dures. La personne qui se souvenait des anniversaires. La personne qui faisait d'une maison un foyer. Sans elle, chaque différence devenait plus évidente. Surtout la différence entre la façon dont papa traitait Michael et la façon dont il me traitait. 1 mois après la mort de maman, j'ai trouvé une lettre qu'elle avait cachée dans un vieux coffre en cèdre. Elle m'était adressée. L'enveloppe avait l'air usée, comme si elle l'avait touchée plusieurs fois avant de décider où la laisser. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une courte note manuscrite.
Le papier portait la légère odeur de son parfum. Même maintenant, je peux presque le sentir. La lettre n'était pas longue, seulement quelques paragraphes, mais une phrase a changé ma vie. Ne laisse jamais l'opinion de quelqu'un d'autre devenir ton destin. J'ai lu ces mots encore et encore. D'abord à travers les larmes, puis à travers la détermination, finalement à travers l'espoir. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai portée avec moi partout pendant des années. Parfois littéralement, parfois seulement dans mon cœur. La remise des diplômes arriva ce printemps-là. La plupart des familles ont célébré. La mienne semblait fracturée. Je me souviens d'être monté sur scène pour recevoir mon diplôme. L'auditorium était plein. Des parents qui acclamaient, des familles qui prenaient des photos, des gens qui souriaient. J'ai cherché instinctivement dans la foule, cherchant maman. Pendant une seconde, j'ai oublié. Puis, la réalité est revenue. Le siège vide à côté de papa semblait plus grand que tout l'auditorium. J'ai accepté mon diplôme, j'ai souri pour la caméra et j'ai retenu mes larmes. Par la suite, des parents ont félicité Michael pour sa dernière performance de baseball. Peu de gens ont posé des questions sur mon avenir. J'y étais habitué. À ce moment-là, la déception ne me surprenait plus. Elle faisait simplement partie de la vie. Les études supérieures semblaient financièrement impossibles. Papa avait déjà clairement indiqué où allaient la plupart des ressources de la famille. Les ambitions athlétiques de Michael continuaient de recevoir un soutien. Les miennes étaient considérées comme facultatives. Un soir, je me suis assise à la table de la cuisine en remplissant des demandes de bourse. Des piles de paperasse recouvraient toutes les surfaces. Essais, formulaires financiers, lettres de recommandation. Papa est passé. Il a jeté un coup d'œil au papier. Qu'est-ce que c'est, ces demandes de bourse? Il a hoché la tête, puis a haussé les épaules. C'est probablement ta seule chance. Pas cruel, pas encourageant, juste factuel. Le genre de déclaration qui reste avec vous. Pendant un instant, j'ai failli abandonner. Failli. Puis, je me suis souvenu de la lettre de maman et j'ai continué à écrire. Chaque soir après le travail, chaque week-end, chaque moment libre, j'ai postulé pour tout. Bourses universitaires, bourses de leadership, subventions communautaires, programmes dont je n'avais même jamais entendu parler auparavant. Des mois plus tard, les lettres ont commencé à arriver. Une acceptation, puis une autre, puis une autre. Finalement, j'ai eu suffisamment d'aide financière pour aller à l'université. Pas parce que quelqu'un m'a tendu une opportunité, mais parce que j'ai poursuivi chaque opportunité moi-même. L'université n'a pas été facile. La plupart des étudiants passaient leur week-end à socialiser. Moi, je passais les miens à travailler, à faire de la restauration, à donner des cours particuliers, à ranger les étagères, tout ce qui permettait de payer les factures. J'ai appris à faire le maximum de chaque dollar, à survivre au revers, à continuer quand personne n'applaudissait. Étrangement, c'est devenu mon avantage. Beaucoup de gens travaillent dur quand quelqu'un croit en eux. J'ai appris à travailler dur quand personne ne le faisait. Cette compétence change une personne. Elle enseigne la résilience, elle enseigne la discipline, elle enseigne l'indépendance. Plus important encore, elle vous apprend que la validation externe est peu fiable. Certains jours, vous l'obtiendrez, d'autres jours, vous ne l'obtiendrez pas. Quoi qu'il en soit, le travail doit continuer. Pendant ma deuxième année d'université, Michael a subi une grave blessure à l'épaule. Ses rêves de baseball ont commencé à s'effilocher. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose d'inattendu chez mon père. La peur. Pas la peur pour moi, la peur pour Michael. L'avenir qu'il avait imaginé pour son fils était soudainement incertain. Papa est devenu agité, frustré, en colère. Il avait passé des années à investir émotionnellement dans une seule vision. Maintenant, cette vision s'effondrait. Pendant ce temps, je construisais tranquillement un avenir que personne n'avait planifié. Personne, sauf maman. Un après-midi, en triant de vieilles photos de famille, j'ai trouvé une photo d'elle assise sur notre porche. Elle souriait, tenant une tasse de café, regardant directement dans l'objectif. Pour des raisons que je ne peux toujours pas expliquer complètement, je me suis assise et j'ai regardé cette photo pendant près d'une heure. J'imaginais ce qu'elle dirait si elle pouvait me voir, travailler, étudier, avancer, continuer à essayer, refuser d'abandonner. Je pense qu'elle serait fière, pas à cause d'une quelconque réussite, mais parce que j'ai continué. Cette pensée m'a porté à travers quelques années difficiles. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'avais développé une confiance tranquille. Pas de l'arrogance, pas de la vengeance, quelque chose de plus fort.
La compréhension que ma valeur ne dépendait de l'approbation de personne d'autre, ni de celle de mon père, ni de celle de la société, ni de celle de qui que ce soit. Et cette prise de conscience a tout changé, car peu de temps après l'obtention de mon diplôme, une opportunité s'est présentée qui allait modifier le cours entier de ma vie. Une opportunité qui finirait par me mener jusqu'à Washington. Une opportunité que mon père n'avait jamais vue venir. Une opportunité qui a commencé par 4 mots simples. Recrutement de la marine des États-Unis. La première fois que je suis entré dans un bureau de recrutement de la marine, je ne cherchais pas l'aventure. Je cherchais un avenir. Le petit bureau se trouvait dans une galerie marchande, entre un centre d'impôt et un sandwich shop. Ce n'était pas glamour. Il n'y avait pas de moment dramatique de film. Juste quelques bureaux, quelques affiches et un recruteur qui m'a posé une question simple. Qu'espères-tu accomplir? Personne ne m'avait jamais posé cette question auparavant. Pas sérieusement. Pas comme si ma réponse avait de l'importance. J'y ai réfléchi un moment. Puis j'ai dit, je veux gagner quelque chose que personne ne pourra m'enlever. Men, le recruteur a hoché la tête lentement. Bien, c'est une bonne raison. Bien, 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 bien. Quelques mois plus tard, j'ai levé ma main droite et j'ai prêté serment. Mon père n'a pas assisté. Il n'y était pas opposé. Il n'était tout simplement pas intéressé. Michael est venu parce qu'il se trouvait libre ce jour-là. Papa a appelé plus tard dans la soirée. Sois prudente. Ce fut toute la conversation. Pendant ce temps, j'étais assise seule dans mon appartement, fixant la petite épinglette de la marine qu'on m'avait donnée. Une partie de moi souhaitait que ma mère puisse la voir. Elle aurait compris ce que cela signifiait. Pas l'uniforme, mais l'opportunité, la chance de devenir quelqu'un selon mes propres termes. L'entraînement a été plus difficile que tout ce que j'avais connu. Pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement. La marine ne se soucie pas de d'où tu viens. Elle ne se soucie pas des excuses. Elle ne se soucie pas de ton enfance. Elle exige une performance chaque jour. Et j'adorais ça. Pour la première fois de ma vie, les attentes étaient claires. Travaille dur, apprends, améliore-toi, gagne le respect. Personne ne demandait si j'étais la fille de quelqu'un. Personne ne me comparait à mon frère. Personne ne s'en souciait. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Cela m'a semblé libérateur. Bien sûr, tout le monde ne m'a pas bien accueilli. Certaines personnes voyaient une jeune femme et supposaient qu'elle ne tiendrait pas le coup. D'autres supposaient qu'elle ne pouvait pas diriger. J'ai vite appris que discuter changeait rarement les esprits. La performance, oui. Alors, j'ai arrêté d'essayer de convaincre les gens. Au lieu de cela, je me suis concentré sur l'excellence. Quand les autres se détendaient, j'étudiais. Quand les autres se plaignaient, je me préparais. Quand les autres doutaient de moi, je travaillais. Lentement, les choses ont commencé à changer. Ceux qui me sous-estimaient ont commencé à demander de l'aide. Les superviseurs qui me remarquaient à peine ont commencé à y prêter attention. Et les opportunités ont commencé à se présenter. Ma première promotion a été incroyable. Pas à cause du grade, mais parce que je l'avais mérité. Chaque nuit tardive, chaque sacrifice, chaque moment difficile, tout cela comptait. J'ai appelé papa pour partager la nouvelle. Il y a eu une longue pause après que je lui ai dit « C'est bien », a-t-il dit. Exactement les mêmes mots qu'il avait utilisés quand j'avais ramené ce test d'orthographe des années plus tôt. Pendant une seconde, j'ai failli rire. Certaines choses ne changent jamais. Nous avons parlé encore 1 minute avant de raccrocher. Puis je me suis assise tranquillement dans mon appartement, pas en colère, juste consciente. Conscient que j'espérais toujours quelque chose qu'il ne savait pas comment donner. L'approbation, la fierté, la reconnaissance. Plus je vieillissais, plus je comprenais que les parents sont des êtres humains. Ils portent leurs propres limites, leurs propres angles morts, leurs propres histoires inachevées. Comprendre cela n'a pas effacé la douleur. Mais cela m'a aidé à arrêter d'attendre des miracles. Pendant ce temps, la vie de Michael devenait de plus en plus compliquée. Après la fin de sa carrière de baseball, il a navigué entre les opportunités. Une idée d'entreprise après l'autre, un plan après l'autre, chacun promettant le succès, la plupart se terminant par la déception. Papa a continué à l'aider financièrement, émotionnellement, pratiquement. Je me suis parfois demandé à quoi ressemblerait ma vie si j'avais reçu la moitié de ce soutien. Puis je me suis arrêté. La comparaison est une habitude dangereuse. Elle vole la gratitude. Et à ce moment-là, j'avais beaucoup à être reconnaissante. Ma carrière a continué de progresser.
J'ai servi sous des leaders qui m'ont enseigné des leçons inestimables. Certains étaient exigeants, d'autres inspirants, quelques-uns étaient les deux. Les meilleurs leaders partageaient une qualité. Ils remarquaient les gens, pas les titres, pas les origines. Les gens. J'ai essayé d'apprendre d'eux. Les années ont passé, les affectations sont venues et sont parties. J'ai déménagé à travers le pays plusieurs fois. J'ai noué des amitiés pour la vie. J'en ai perdu quelques-unes en chemin. J'ai connu des triomphes et des revers, comme tout le monde. Mais chaque défi a renforcé quelque chose en moi. La confiance. Pas une confiance bruyante, une confiance tranquille. Celle construite par l'expérience. Celle que personne ne peut feindre. Un déploiement a tout changé. Sans discuter des détails, notre équipe s'est retrouvée impliquée dans une mission d'aide humanitaire suite à une catastrophe naturelle dévastatrice. Des milliers de familles avaient besoin d'aide. Des communautés entières avaient été détruites. Pendant des semaines, nous avons travaillé jour et nuit, non pas parce que quelqu'un nous l'avait ordonné, mais parce que des gens avaient besoin de nous. J'ai vu des militaires porter des personnes âgées en lieu sûr, livrer des provisions, réconforter des enfants effrayés, résoudre des problèmes impossibles. Cela m'a rappelé pourquoi j'aimais servir. Dans le meilleur des cas, le leadership ne concerne pas l'autorité, il concerne la responsabilité. Des années plus tard, cette mission ferait, de manière inattendue, partie d'un dossier de nomination soumis en mon nom. À l'époque, je n'en avais aucune idée. Je faisais simplement mon travail. Les années ont continué de passer. Promotion après promotion. Affectation après affectation. Quelque part en cours de route, j'ai arrêté d'essayer de prouver que mon père avait tort. Cela m'a surprise. Pendant des années, j'ai pensé que le succès ressemblerait à une revanche. Ce ne fut pas le cas. Le succès ressemblait à la liberté d'arrêter de porter de vieilles blessures, la liberté de devenir ma propre personne. Un soir, après une journée particulièrement longue, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une grande enveloppe dans ma boîte aux lettres. L'adresse de retour indiquait Washington, D.C. J'ai supposé que c'était de la correspondance militaire de routine. Probablement des papiers. Peut être un problème administratif. J'ai failli la jeter sur le comptoir de la cuisine sans l'ouvrir. Au lieu de cela, je me suis fait un café et je me suis assise. Puis j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une invitation officielle. Au début, j'ai cru qu'il devait y avoir une erreur. Je l'ai lue une fois, puis deux, puis une troisième fois. Mon cœur a commencé à battre la chamade. La lettre m'informait que j'avais été sélectionné pour une prestigieuse reconnaissance nationale, honorant un leadership militaire et un service public exceptionnel. La cérémonie aurait lieu à Washington, à la Maison-Blanche. Pendant plusieurs minutes, je suis simplement resté à fixer la page. Puis mes yeux ont dérivé vers la photo encadrée de ma mère, assise sur ce porche des années plus tôt. J'ai souri et, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai murmuré des mots que j'aurais souhaité qu'elle puisse entendre. « Maman, ils ont enfin remarqué. » Pendant longtemps, je suis resté assise là, à fixer l'invitation. Le café sur ma table de cuisine était devenu froid. Dehors, le soleil commençait à se coucher, mais je le remarquais à peine. Mes yeux revenaient sans cesse au même mot, la Maison Blanche. L'invitation semblait irréelle. Non pas que je doutais de ma carrière. À ce moment-là, j'avais accompli plus que la version de moi-même de 17 ans n'aurait pu imaginer. Mais la Maison Blanche appartenait aux livres d'histoire, aux bulletins d'information, au discours présidentiel. Elle ne semblait pas être un endroit où quelqu'un comme moi était censé se retrouver. Pas une fille d'une petite ville de Virginie, pas une fille qui avait passé la moitié de sa vie à essayer de se faire remarquer. J'ai fini par rire de moi-même. Puis, j'ai relu la lettre, cette fois plus attentivement. La reconnaissance ne portait pas sur une seule mission ou une seule réussite. Elle reflétait des années de leadership et d'impact communautaire. Quelque part en cours de route, les gens avaient prêté attention, même quand je ne le faisais pas. Cette prise de conscience m'a touché plus que l'invitation elle-même. Le lendemain, j'ai appelé le numéro indiqué dans la lettre. La femme qui a répondu était professionnelle et aimable. Après avoir vérifié plusieurs détails, elle a tout confirmé. Aucune erreur, aucun malentendu. J'étais attendu à Washington. La cérémonie était réelle. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence pendant un moment. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé papa. Une partie de moi a envisagé de ne pas lui dire, non pas par méchanceté,
simplement parce que nous n'étions pas particulièrement proches. Mais quelque chose en moi m'a dit que je devais le faire. Il a répondu à la 3e sonnerie. « Bonjour, papa. J'ai reçu une invitation de Washington. »« Washington ? » ?»« Oui, il y a eu une pause. »« Quel genre d'invitation ?» Je lui ai expliqué. Pas de manière dramatique, juste les faits. Au moment où j'ai eu fini, tout son ton avait changé. La Maison Blanche. C'est exact. Une autre pause. Puis, une autre. Pour la première fois depuis des années, il semblait sincèrement impressionné. Eh bien, c'est quelque chose. J'ai souri légèrement. Ce n'était pas exactement de l'enthousiasme, mais c'était un progrès. Au cours des jours suivants, il a appelé plus que d'habitude. Cela seul semblait étrange. Puis est venue la question à laquelle je devais m'attendre. Les membres de la famille assistent-ils à ces choses? J'ai ri, parfois. Y aurait-il de la place pour moi? La voilà. Le même homme qui avait à peine posé des questions sur mes promotions voulait soudainement des détails. Un vieux ressentiment a brièvement refait surface, puis s'est estompé. Je me suis surprise en disant oui. Après tout, il ne s'agissait pas de vengeance. Du moins, plus maintenant. Quelques jours plus tard, il a rappelé. J'ai reçu mon invitation. L'excitation dans sa voix était impossible à manquer. Pendant un moment, je me suis senti comme une enfant à nouveau. Pas parce qu'il était fier de moi, mais parce qu'il était fier de l'événement. Il y a une différence. Pourtant, j'ai laissé passer. La vie est plus facile quand on arrête d'exiger la perfection de personnes imparfaites. Une semaine avant le voyage, j'ai conduit en Virginie pour lui rendre visite. L'ancienne maison familiale semblait plus petite que dans mes souvenirs. Drôle comment cela arrive. Les lieux rétrécissent quand les souvenirs grandissent. Papa m'attendait sur le porche. Plus âgé maintenant, les cheveux presque entièrement gris, ses mouvements plus lents. Pour la première fois, j'ai remarqué des signes de vieillesse qui avaient autrefois semblé impossibles. Vieillir a le don d'humilier tout le monde, même les pères. Michael était là aussi. Nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine en buvant du café. Pour la plupart, la conversation est restée agréable. Michael a posé des questions sur mon travail. Papa a posé des questions sur Washington. Surtout sur Washington. Qu'est-ce que cette cérémonie exactement? Qui sera là? Y aura-t-il des chefs militaires? Plus il parlait, plus il s'excitait. À la fin du dîner, il semblait plus investi que moi. L'ironie ne m'a pas échappé. Des années auparavant, il pouvait à peine se souvenir des détails de mes réalisations. Maintenant, il planifiait pratiquement le voyage. Cette nuit-là, je suis resté dans ma vieille chambre. La plupart de mes affaires d'enfance avaient disparu, mais quelques-unes étaient restées, dont une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait la lettre de ma mère, l'original, pliée soigneusement, protégée toutes ces années. Je me suis assise sur le bord du lit et je l'ai relue. Le papier avait légèrement jauni avec le temps, mais les mots restaient puissants. Ne laisse jamais l'opinion de quelqu'un d'autre devenir ton destin. J'ai souri, puis j'ai regardé autour de la pièce. Cette pièce avait été le témoin de tant de déceptions, de tant de larmes, de tant de moments de doute. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle avait aussi été le témoin de la détermination, de la croissance, de la persévérance. La jeune fille qui s'endormait en pleurant dans cette pièce n'aurait jamais cru où la vie l'amènerait. La semaine suivante est arrivée rapidement. Bientôt, nous avons pris un vol pour Washington. Papa semblait inhabituellement joyeux, comme un homme se dirigeant vers une réalisation personnelle importante. À l'aéroport, il parlait fièrement à des inconnus de l'événement à la Maison-Blanche. Quelques personnes l'ont félicité. Il a accepté leurs félicitations sans les corriger. Je l'ai remarqué, mais n'ai rien dit. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Quand nous sommes arrivés à Washington, la ville semblait magnifique. Des bâtiments historiques, des rues bordées d'arbres, des monuments s'élevant contre l'horizon. Même après des années de voyage, Washington semblait toujours spécial. Ce soir-là, nous avons pris nos quartiers dans notre hôtel. Le hall bourdonnait d'invités participant à diverses fonctions gouvernementales et militaires. Papa a passé la moitié de la soirée à discuter avec d'autres participants. Quand on lui demandait pourquoi il était là, il mentionnait fièrement la Maison-Blanche. Parfois, il me mentionnait. Parfois, non. Je me retrouvais curieusement amusé. Pas en colère, juste amusé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Des années dans la marine avaient fait de ces réveils matinaux une seconde nature. Je me tenais près de la fenêtre de l'hôtel, regardant la ville s'éveiller lentement. 2, 2, 2.
Deux, deux, deux. Des voitures sillonnant les rues, des ouvriers se rendant au travail, des touristes entamant leur journée, et quelque part, au-delà de l'immeuble, la Maison Blanche attendait. Un étrange calme s'installa en moi. Pas de l'excitation, pas de l'anxiété, mais de la gratitude. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais déjà gagné. Pas grâce à une récompense, mais parce que j'étais devenu la personne que ma mère avait toujours cru que je serais. Quelques heures plus tard, nous nous sommes habillés et sommes partis pour la cérémonie. Papa a ajusté soigneusement sa cravate, a vérifié son invitation 2 fois, puis l'a glissée dans la poche de sa veste. Alors que notre voiture approchait des terrains de la Maison Blanche, il avait l'air presque euphorique. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Aucun de nous ne le savait encore. Mais avant la fin de la journée, tout ce qu'il croyait comprendre de sa fille allait changer à jamais. Les terrains de la Maison Blanche étaient encore plus impressionnants que dans mes souvenirs. Contrôle de sécurité, personnel en uniforme, bâtiments historiques, tout fonctionnait avec une précision silencieuse. Alors que notre voiture s'arrêtait, mon père ajusta sa veste pour la 3e fois. Il avait l'air excité, fier, important, et d'une certaine manière, je comprenais. Pour un homme originaire d'une petite ville de Virginie, être invité à une cérémonie à la Maison Blanche ressemblait à une expérience unique dans une vie. Nous avons rejoint la file des invités, se dirigeant vers le contrôle. Officiers militaires, fonctionnaires, membres de la famille, vétérans décorés. L'atmosphère portait un mélange de dignité et d'anticipation. Papa semblait savourer chaque seconde. Alors que nous approchions du bureau d'enregistrement, il a sorti son invitation VIP. Les lettres dorées scintillaient sous les lumières. Il la tenait presque comme un trophée. Puis, il a jeté un coup d'œil vers moi. Un rictus familier apparut, le même que j'avais vu depuis l'enfance. Vous n'étiez pas invité. Les mots n'ont pas été criés. Ils n'en avaient pas besoin. La piqûre venait de décennies d'histoire derrière eux. Pendant un bref instant, Émilie, 17 ans, réapparut. La fille debout dans la cuisine, avec une rédaction d'orthographe parfaite. La fille attendant une approbation qui n'est jamais venue. 17. La fille qui semblait toujours passer après, mais seulement un instant car je n'étais plus cette fille. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. J'ai simplement tendu mon invitation à l'hôtesse. Elle a souri poliment et a scanné le code QR. Le scanner a bipé, puis son sourire a disparu. Elle a regardé l'écran, m'a regardé, puis a regardé l'écran à nouveau. Son expression a complètement changé. Elle s'est figée, puis s'est tournée vers un amiral de la marine de haut rang qui se tenait à proximité. Monsieur. L'amiral a levé les yeux. Elle est là. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis, tout est arrivé en même temps. L'amiral a immédiatement commencé à marcher vers moi. Plusieurs responsables à proximité ont suivi. L'hôtesse s'est écartée. Les invités ont commencé à tourner la tête. Mon père fixait, confus. Je pouvais le voir essayer de comprendre ce qui se passait. L'amiral s'est arrêté juste devant moi. Un large sourire s'est étendu sur son visage. Commandant Carter. Il m'a tendu la main. C'est un honneur de vous rencontrer enfin. J'ai serré la sienne. Merci, monsieur. Il a fait un geste vers l'entrée. Nous vous attendions. Les mots semblaient flotter dans l'air. Nous vous attendions. Pas votre père, pas un dignitaire, pas un politicien. Moi, du coin de l'œil, j'ai vu mon père immobile. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi dire. L'amiral s'est tourné vers lui poliment. Vous devez être le père d'Émilie. Papa a hoché la tête, toujours en train de digérer. L'amiral a souri chaleureusement. Vous devriez être très fier. Men. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucun mot n'est sorti. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant des décennies, il avait lutté pour exprimer sa fierté. Maintenant, un amiral l'avait dit pour lui. Nous avons été escortés à l'intérieur. En marchant, plusieurs chefs militaires m'ont salué par mon nom. Pas parce que j'étais célèbre, pas parce que j'étais puissante, mais parce qu'ils connaissaient mon travail. Ils connaissaient les missions, les programmes de leadership, les opérations humanitaires, les années de service. Chaque conversation laissait mon père de plus en plus stupéfait. À un moment donné, il s'est penché plus près. « Comment ces gens vous connaissent-ils » J'ai souri. « Nous avons travaillé ensemble. » Il a hoché la tête lentement, comme s'il essayait d'intégrer une vie entière d'informations manquantes en quelques minutes. Finalement, nous sommes entrés dans le grand hall. La pièce était magnifique. Drapeaux, bannières militaires, rangées de sièges soigneusement disposés. Tout portait le poids de l'histoire. Un ouvreur s'est approché. « Commandant Carter, par ici. » Elle m'a guidé vers la section avant, tout devant.
Pas les sièges des invités, pas les sièges de la famille. La section des honneurs. Papa a arrêté de marcher. Qu'est-ce que c'est? Je me suis tourné vers lui. C'est là qu'on m'a demandé de m'asseoir. Ses yeux se sont écarquillés. Pour la première fois de la journée, la réalité a commencé à s'installer. Je n'assistais pas à la cérémonie. J'étais l'une des raisons pour lesquelles elle existait. Quelques instants plus tard, le programme a commencé. De hauts responsables sont montés sur scène. Des discours ont suivi. Des hauts responsables sont montés sur scène. Des reconnaissances ont suivi. Des récompenses ont suivi. Puis, mon nom a été annoncé. La salle a éclaté en applaudissements. Pendant une seconde, je suis restée assise. Pas parce que j'étais surprise, mais parce que j'étais submergée. Les applaudissements n'étaient pas pour une seule réussite. Ils représentaient des années d'efforts, des années de sacrifice, des années à devenir la personne que ma mère croyait que je pouvais être. Alors que je marchais vers la scène, mes yeux ont dérivé vers le public, vers mon père. Il n'applaudissait pas poliment. Il ne faisait pas semblant. Il avait l'air ému, vraiment ému. Je n'avais jamais vu cette expression auparavant, pas dirigée vers moi. La citation a été lue à voix haute. Leadership, service, mentorat, impact humanitaire, implication communautaire. Chaque accomplissement sonnait étrangement lointain, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Mais il n'appartenait pas à quelqu'un d'autre. Ils appartenaient à la fille qui achetait ses propres fournitures scolaires, à la fille qui étudiait pendant que d'autres doutaient d'elle, la fille qui portait la lettre de sa mère à travers certaines des années les plus difficiles de sa vie. Lorsque la présentation s'est terminée, une autre salve d'applaudissements a rempli la salle. Je suis retourné à ma place. L'amiral s'est penché. Votre mère serait fière. Les mots ont frappé plus fort que tout le reste ce jour-là, plus fort que la reconnaissance, plus fort que les applaudissements, plus fort que l'honneur lui-même, car il avait raison. Et soudain, j'ai souhaité plus que tout qu'elle puisse être assise aux côtés de mon père, à regarder, à sourire, sachant qu'elle avait eu raison depuis le début. La cérémonie a continué. Mais pour mon père, quelque chose de fondamental avait déjà changé. La fille qu'il avait autrefois négligée était devenue impossible à ignorer. Et pour la première fois, il la voyait enfin clairement. Quand la cérémonie s'est finalement terminée, les gens se sont rassemblés dans le hall en petits groupes. Certains échangeaient des cartes de visite, d'autres posaient pour des photos, d'autres encore se tenaient simplement ensemble, profitant du moment. J'ai passé près d'une heure à serrer des mains et à parler avec des gens que je respectais. Chefs militaires, fonctionnaires, vétérans, organisateurs communautaires. Les conversations étaient significatives, mais mon attention continuait de dériver vers mon père. Il se tenait près du fond de la salle, silencieux, presque retiré. Cela seul me semblait inhabituel. Mon père n'avait jamais été un homme silencieux, surtout pas en présence d'autres personnes. Pourtant, il semblait perdu dans ses pensées, comme s'il venait de découvrir quelque chose qu'il aurait dû savoir des années auparavant. Finalement, la foule a commencé à s'éclaircir. L'amiral s'est arrêté avant de partir. « Ce fut un privilège de vous honorer aujourd'hui, commandant. Merci, monsieur. » Il m'a serré la main, puis a jeté un coup d'œil vers mon père. L'amiral a souri gentiment. « Vous avez élevé une fille extraordinaire. » Mon père a baissé les yeux. Pendant un moment, il a eu l'air presque embarrassé. Après le départ de l'amiral, aucun de nous n'a parlé. Nous nous sommes tenus là, entourés d'histoires, entourés de gens, mais d'une manière étrange, seuls avec nos pensées. Finalement, papa s'est raclé la gorge. Je ne savais pas. Sa voix semblait plus petite que d'habitude. Je l'ai regardé. « Qu'est-ce que tu ne savais pas ?» Il a ri tristement. « Rien de tout cela. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment. J'avais imaginé ce que je dirais s'il l'admettait un jour. Je m'attendais à de la colère, à de la vindication, être même à de la satisfaction. Au lieu de cela, je me suis senti fatigué. Pas physiquement, mais émotionnellement. Les vieilles blessures perdent un peu de leur acuité avec le temps. Ce qui reste est généralement de la tristesse. Je sais, ai-je dit doucement. Cela sembla le blesser plus qu'aucune accusation n'aurait pu le faire. Nous avons quitté le bâtiment ensemble. Dehors, le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur les pelouses. L'air était chaud, paisible. Les gens marchaient lentement entre les allées et les jardins. Papa a suggéré que nous fassions une promenade avant de retourner à l'hôtel. J'ai accepté. Pendant plusieurs minutes, nous n'avons rien dit. Puis, il s'est arrêté près d'un banc. « Je te dois des excuses. »
Les mots sont sortis maladroitement, comme s'il ne les avait jamais pratiqués. Être qu'il ne les avait pas pratiqués. J'ai attendu. Il s'est assis lourdement, fixant le sol. Quand tu étais petite, je pensais comprendre comment la vie fonctionnait. J'ai écouté en silence. Je pensais que les fils portaient le nom de famille. Il a ri amèrement. Je pensais que les fils étaient censés accomplir de grandes choses. L'ironie planait entre nous. J'ai passé des années à croire des choses qui n'étaient pas vraies. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un regret sincère sur son visage. Pas de défensive, pas d'excuse, du regret. Le genre qui vient quand quelqu'un réalise qu'il ne peut pas rattraper les années perdues. Il s'est frotté lentement les mains. J'attendais que Michael devienne la personne que j'imaginais. Sa voix s'est légèrement brisée, et pendant que je faisais cela, j'ai complètement manqué qui tu étais déjà. Les mots ont frappé plus fort que je ne m'y attendais, non pas parce qu'ils étaient dramatiques, mais parce qu'ils étaient honnêtes. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Un drapeau voisin bougeait doucement dans la brise. Quelque part au loin, j'entendais le bruit lointain de la circulation. La vie continuait, comme toujours. Papa regardait devant lui. Je me souviens de ton test d'orthographe. J'ai cligné des yeux. De toutes les choses, je ne m'attendais pas à cela. Celui de 3e année. J'ai hoché lentement la tête. Tu t'en souviens? Il a dégluti. Je me souviens de ton visage. Pendant des années, j'ai pensé qu'il n'avait pas remarqué. Apparemment, il l'avait fait. Cette prise de conscience m'a surprise. Je savais que je t'avais déçu. Il a baissé les yeux. Je ne l'ai juste jamais admis. Je ne savais pas quoi dire, parce que la vérité était compliquée. Les parents peuvent blesser profondément leurs enfants. Parfois, intentionnellement. Parfois, sans s'en rendre compte. Les dégâts sont les mêmes dans les deux cas. Mais l'âge enseigne quelque chose d'important. La plupart des gens ne sont pas des méchants. Ce sont des êtres humains imparfaits qui portent des croyances obsolètes, des peurs et des erreurs. Mon père n'était pas méchant. Il avait tort. Et parfois, le tort peut faire tout aussi mal. Nous avons continué à marcher. Finalement, nous avons atteint un coin jardin tranquille. Papa s'est arrêté à nouveau. Je pense que ta mère savait. Je savais quoi? Que tu étais spécial. Un sourire a effleuré mon visage. Elle savait. Il a hoché la tête. J'aurais dû l'écouter. Pendant des années, maman l'avait défié doucement, patiemment, sans colère. Elle avait vu des choses qu'il refusait de voir. Le potentiel, la force, la détermination. Papa a regardé vers les arbres. Elle me le disait tout le temps. J'ai souri. Quoi? Un jour, tu verras de quoi cette fille est capable. Les mots m'ont presque coupé le souffle parce qu'ils sonnaient exactement comme elle. Je pouvais entendre sa voix, claire comme le jour. Pendant quelques instants, aucun de nous n'a parlé. Le silence n'était pas inconfortable. Il semblait nécessaire, comme un pont lentement reconstruit, planche par planche. Finalement, papa s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient humides. Je ne peux pas récupérer ces années. Non, je ne peux pas changer la façon dont je t'ai traité. Non. Il a hoché la tête tristement, puis a posé la question qui importait. Mais pouvons-nous aller de l'avant? Pendant un long moment, je l'ai regardé. L'homme qui m'avait déçu. L'homme qui m'avait échoué. L'homme qui essayait enfin. Et soudain, j'ai réalisé quelque chose. Le pardon. Ce n'est pas faire comme si le passé n'était jamais arrivé. C'est refuser de laisser le passé contrôler l'avenir. J'ai pensé à ma mère, ce qu'elle dirait, ce qu'elle voudrait. Puis j'ai souri. Un petit sourire, mais un sourire sincère. Oui, papa. Ses épaules se détendirent. Pour la première fois de la journée, il avait l'air soulagé. Vraiment soulagé. Aucun de nous ne savait exactement à quoi ressemblerait l'avenir. Mais pour la première fois, nous marchions vers lui ensemble. Le vol de retour fut très différent du vol vers Washington. À l'aller, mon père avait passé la majeure partie du voyage à parler de la Maison Blanche, des invités, de la cérémonie, du prestige. Au retour, il avait passé la majeure partie du voyage à parler de ma mère. Cela ne me dérangeait pas. En fait, j'en étais heureux. Pendant des années, mentionner maman avait apporté une tristesse silencieuse. Maintenant, cela semblait réconfortant, comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée trop longtemps. À un moment donné du vol, papa regarda par la fenêtre et sourit. « Tu sais ce dont je me souviens le plus? »« Quoi ?»« La façon dont elle te regardait. » Je ris doucement. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il secoua la tête. Elle te regardait comme si elle savait déjà. Savait quoi? Tout. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Puis,
Il ajouta doucement. Elle voyait des choses que le reste d'entre nous manquait. C'était probablement la chose la plus honnête qu'il ait jamais dite sur ma mère. Après l'atterrissage, la vie revint lentement à la normale. Du moins, en apparence. Je retournai au travail. Papa rentra chez lui. Michael retourna auprès de sa propre famille. Mais quelque chose avait changé. Pas du jour au lendemain, pas magiquement. Les relations fonctionnent rarement ainsi. Le changement s'est opéré progressivement. Un coup de fil par-ci, une visite par-là, une conversation qui n'aurait jamais eu lieu auparavant. Pour la première fois de ma vie, mon père commença à me poser des questions sur moi. Pas par obligation, par intérêt sincère. Les premières fois, c'était étrange, presque inconfortable. Je n'y étais pas habitué. Lui non plus. Mais nous avons continué à essayer. Un après-midi, quelques mois plus tard, papa appela de manière inattendue. « Tu es libre ce week-end » ? Je pense. Je me demandais si tu voudrais visiter la tombe de ta mère. Je me suis assis en silence un moment. Oui, j'aimerais bien. Samed y arriva, radieux et clair. Le cimetière se dressait sur une douce colline à l'extérieur de la ville. Paisible, simple, le genre d'endroit où le temps semble ralentir. Papa et moi marchions ensemble, portant un petit bouquet de fleurs blanches. Da, les mêmes que maman, avait l'habitude de planter à côté du porche chaque printemps. En approchant de la tombe, une douleur familière s'installa dans ma poitrine. Pas aussi vive qu'avant, mais toujours là. Certaines pertes ne disparaissent jamais complètement. On apprend simplement à les porter. Nous sommes restés silencieux pendant plusieurs instants. Le vent soufflait doucement à travers les arbres. Des oiseaux chantaient quelque part à proximité. Le monde continuait exactement comme il l'avait toujours fait. Papa fouilla dans la poche de sa veste. Puis, il en sortit quelque chose, soigneusement plié. Je l'ai immédiatement reconnu. Le programme officiel de la cérémonie de la Maison Blanche, celui qu'il avait ramené à la maison. Sans un mot, il le plaça doucement, à côté des fleurs. Puis il baissa les yeux vers la pierre tombale. Sa voix trembla légèrement. Tu avais raison. Les mots flottaient dans l'air. Simple, honnête, longtemps attendu. Papa avala difficilement. J'aurais dû écouter. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait pleurer. Une partie de moi l'a presque fait. Pas à cause de la Maison Blanche, pas à cause du prix. Parce qu'après toutes ces années, il avait enfin compris ce que ma mère savait depuis le début. Le potentiel n'appartient pas aux fils ou aux filles. Il appartient aux gens. Et chaque enfant mérite d'être vu. Papa est resté là longtemps, plus longtemps que nous l'avions prévu. Finalement, il me regarda. J'ai perdu beaucoup d'années. J'ai hoché la tête. Peut-être. Il eut un sourire triste. Oui. Puis il me surprit. Mais je suis reconnaissant pour les années qu'il nous reste. Cette simple phrase signifiait plus que toutes les excuses. Parce qu'elle ne se concentrait pas sur le passé. Elle se concentrait sur l'avenir. Et c'est là que la guérison commence. Pas dans le regret. Dans le choix. Le choix de faire mieux. Et le choix d'aimer mieux. Le choix de voir les gens pour ce qu'ils sont, au lieu de qui nous attendons qu'ils soient. Au cours de l'année suivante, notre relation continua de s'améliorer, pas parfaitement. Aucune famille n'est parfaite. Nous étions toujours en désaccord parfois. Nous avions toujours des conversations difficiles. Mais il y avait de l'honnêteté maintenant, du respect, des efforts, les choses qui comptent le plus. Un soir, après un dîner de famille, papa m'a pris à part. Les petits-enfants jouaient dans le jardin. Michael aidait à débarrasser la vaisselle. Pour une fois, personne ne se disputait l'attention. Personne n'était comparé. Chacun appréciait simplement la compagnie des autres. Papa regarda autour de lui et sourit. « Tu sais quelque chose ? » ?»« Quoi ? » ?»« J'avais l'habitude de penser que le succès ressemblait à des trophées. » J'ai ri. « Oui, j'avais remarqué. » Il a ri aussi. Puis, son expression s'est adoucie. Je me trompais. Il me regarda droit dans les yeux. Le succès ressemble à ça. La famille, la connexion, la paix. C'était l'une des rares fois de ma vie où j'ai vu un contentement total sur son visage. Et pour la première fois, j'ai compris quelque chose d'important. La cérémonie de la Maison Blanche n'avait jamais vraiment été la victoire. Le prix n'était pas la victoire. La reconnaissance n'était pas la victoire. La vraie victoire était de devenir la personne que je voulais être, sans devenir amer en cours de route. La vraie victoire était de prouver que la foi de ma mère
était justifiée. La vraie victoire était de trouver assez de grâce pour pardonner. Il y a des années, je pensais que le succès finirait par faire en sorte que mon père me voie. Ce que j'ai appris à la place, c'est que le succès ne change pas qui vous êtes. Il révèle qui vous êtes devenu. Et grâce à l'amour de ma mère, je suis devenu quelqu'un de plus fort que ma douleur, quelqu'un de plus grand que les vieilles déceptions, quelqu'un capable de construire des ponts là où des murs se dressaient autrefois. Si vous écoutez cette histoire aujourd'hui, peut-être avez-vous connu ce que cela fait d'être négligé. Peut-être avez-vous porté de vieilles blessures d'un parent, d'un frère ou d'une sœur, d'un ami ou même de la vie elle-même. Si c'est le cas, j'espère que vous vous souviendrez de ceci. Ne laissez jamais l'opinion de quelqu'un d'autre devenir votre destin. Les gens qui vous sous-estiment n'ont pas le droit de vous définir. Et parfois, la plus grande forme de vengeance n'est pas de prouver que quelqu'un a tort, c'est de construire une belle vie quand même. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour réfléchir à quelqu'un qui a cru en vous quand personne d'autre ne le faisait. Partagez leur mémoire, partagez leur sagesse. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires sur la résilience, le pardon et les secondes chances, nous serions ravis de vous accueillir à nouveau. Parce que parfois, les gens qui changent nos vies sont partis bien avant que nous comprenions ce qu'ils nous ont donné. Mon père a vu mon succès à la Maison Blanche, mais ma mère l'avait vu bien avant quiconque.